Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre hebdo-journal dont voici les titres. Projet de la MFR, comprenez par là Maison familiale rurale. Nous irons voir donc les terminales de cette même MFR, de la conduite et gestion de l'exploitation, fêter leur bac. Rencontre avec le nouveau directeur du trèfle d'argent, M. Thomas Liétin. Olympiade au trèfle d'argent, interview de Marie Carpentier du CLIC, Thomas Liétin du trèfle d'argent et Pierre Van Royer de La Page. Projet de La Page, rencontre avec son nouveau président accompagné de sa directrice générale. Enfin, le remplacement des vitraux à l'abbatiale Saint-Martin, entretien avec un employé de l'atelier Brouard. Annonce des prochains travaux à l'espace nautique du Cateau-Cambrésis par M. Joseph Modarelli, vice-président de la CA2C, chargé des espaces nautiques. Et puis, ciné-débat au Select sur le thème éthique et fin de vie. Et nous terminerons avec un plongeon dans les archives de Beffroi Vision, direction le Viaduc pour une fête exceptionnelle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, pour tout notre premier sujet, tout de suite, rendons-nous à la maison familiale rurale, donc la MFR, où M. Alexis Sudry, directeur de l'établissement, recevait M. Serge Siméon, maire du Cateau-Cambrésis, conseiller régional, président de la communauté d'agglo du Caudrésis-Catésie, pour lui faire part des projets qui vont rythmer la vie de l'établissement dans les prochains mois. Reportage, Claude Delcourt et André Biangou. Bon, je précise que nous sommes ici à la MFR. Oui, je crois que les catésiens sont habitués à ce genre de décor. On est plutôt au sein du campus universitaire de Cascade, qui est européen et qui, certainement dans le courant de l'année, va devenir mondial. Et le directeur nous fait plaisir de nous accueillir, mais il ne faut pas oublier aussi que la MFR, c'est aussi un pôle enseignement. Actuellement, à la rentrée, on doit avoir 320 jeunes et on va augmenter les capacités. Alexis, le directeur, va vous expliquer les travaux engagés. Et moi, à un moment donné, je reviendrai sur un apport qu'on va essayer de faire pour aider l'éducation du monde agricole et des jeunes. D'accord. Donc, nous allons tout de suite sur les travaux. Ben, on va aller voir les travaux, mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous recevoir, comme à chaque fois. Vous suivez l'actualité de la maison. Maintenant, ça va faire 10 ans que je suis ici. On a entrepris beaucoup d'aménagements, mais on est passé de 140 à 320 élèves l'année prochaine sur des formations agricoles qui sont en plein essor, parce qu'en fait, on n'a même pas assez de jeunes pour assurer le taux de renouvellement de nos agriculteurs. Donc là, on a vraiment notre place dans le territoire. On n'est pas du tout une école hors sol, on est enraciné, on est géré par des agriculteurs. Donc nous, c'est très important pour nous d'être très proche de la commune, très proche du développement de notre territoire, de la région Hauts-de-France. Et donc c'est vrai que nous, la relation avec les politiques locales et puis aussi régionales a fait que ce développement s'est déroulé de manière très linéaire, mais très rapide. Donc aujourd'hui, on va stabiliser l'école grâce à des aménagements, notamment à un amphithéâtre qui va être fait, qui est en cours, qui sera fait pour juillet 25, et dans lequel on pourra présenter nos projets pour 2025. 2030, sur la manière philosophique dont on veut conduire la formation chez nous, et ça va être basé sur les valeurs. Parce que les valeurs éducatives, les valeurs justement du monde rural, pour nous, sont d'une grande modernité. Et comme il y a eu l'exode rural à un moment donné, on espère qu'il y aura un exode urbain et que les gens vont revenir dans nos territoires. Et il nous faut un amphi de travail pour se frotter avec tous ces gens, tout cet intellect qu'on a sur notre bassin de vie. Voilà ce qu'on veut, c'est partager nos idées, trouver des consensus, avoir une vision pour notre territoire et faire avancer les choses. Mais dans vos enseignements, quelles sont les filières qui sont les plus prisées ici? Donc filière agricole et filière cheval, à peu près moitié-moitié, mais on a un bac plus 2, donc ça c'est aussi pour la région, on sait très bien qu'en termes de mobilité, des fois c'est compliqué d'avoir un bac plus 2 agricole qui est à contre-courant de tout l'enseignement agricole, puisque vous savez que les BTS baissent énormément, nous il est en pleine expansion. On aura 30 élèves l'année prochaine en BTS 1, ce qui est du jamais vu dans la production animale, donc pour nous c'est hyper intéressant, reconnaissance du territoire par les professionnels, reconnaissance par les politiques, reconnaissance par nos familles, et aujourd'hui on drive 7 territoires, 7 départements qui viennent se former au Cateau. Des élèves font 200-250 km pour venir se former ici, par la qualité de notre suivi et la qualité des formations qui sont dispensées. D'accord. Et ces travaux démarquants?
Ça a déjà démarré. 2 500 000 € mis sur la table pour l'année rien que 2024-2025. Un terrain multisport avec une piste d'athlétisme fini en septembre 2024. L'amphi juillet 25 et la tour de saut août 2024. Voilà, pour le campus Univers Cascade, ce qui va nous faire, comme l'a dit Monsieur le maire, passer encore une autre étape. Et on avait 17 pays qui venaient se former ici au niveau du campus Univers Cascade. On espère aller sur 20, 25 pays, 25 nationalités. Et vous savez que l'été maintenant, tous les cours sont en anglais. Donc tout ce qui est anglophone vient se former. Et notamment l'Afrique où il y a un réservoir vraiment de cascadeurs qui est très important. Et l'Asie, puisque les Indiens viennent chaque année maintenant se former ici. Merci. Puis on peut rajouter aussi qu'Alexis fait aussi des sélections pour les grands parcs touristiques, de ludiques, que ce soit à Disney. Paris, Disney, aux États-Unis, et tout, les sélections se font ici. C'est eux qui se déplacent et qui choisissent les gens qui veulent prendre en cascadeur. Donc non seulement on a récupéré tout le casting de Disney, mais on est aussi les régleurs cascades de Astérix et de Disney. C'est-à-dire que nos coachs, que vous pouvez voir derrière, sont vraiment les régleurs dans les parcs, qui sont aussi les formateurs chez nous. Donc en fait, quand ils sélectionnent quelqu'un, ils savent qui c'est puisqu'ils ont eu un cours ici. Parce que l'esprit de troupe et le savoir-être est très important dans ces métiers-là. Et notamment dans notre projet 25-30, on va travailler beaucoup sur les valeurs éducatives et le savoir-être. Jusqu'où on va baisser la culotte dans l'éducation? Nous, on se dit stop, on dit voilà, le minimum pour être à l'école, c'est les valeurs éducatives, c'est ça, on n'ira pas plus bas. Et après, quelle est la force de travail qu'on dégage chez nos jeunes, dans le travail scolaire, mais aussi dans le travail en entreprise? Nous, c'est ce qu'on veut, en tout cas, sur notre territoire. On veut des gens qui bossent. On n'aura pas que des cols blancs, mais on veut que le col bleu qui sort de chez nous, il ramène de l'impôt et qu'il n'en coûte pas. Et voilà ce qu'on veut faire, très simplement. Alors, on est dans le cas d'un esprit d'une maison familiale qui a été portée par le président qu'on va rencontrer, sur des fonds propres à l'origine et qui se développent. En plus, les catéchiens savent que la MFR a racheté le club hippique pour permettre de développer des diplômes liés au cheval dans l'ensemble. Donc c'est en marge de progression énorme. Et je dis toujours à Alexis, on refera une porte ouverte, on invitera la population pour qu'ils viennent voir un peu les outils, le côté pédagogique, la formation. Bon, je suis conseiller régional, je ne peux pas tout dire, mais quand même, c'est la MFR qui est de pointe dans la région des Hauts-de-France. Et ce qu'on a voulu faire aussi avec Serge, c'est toujours en bonne intelligence. La commune nous a vendu le centre équestre, mais l'idée, c'est que tous les investissements qu'on va faire là-bas, ça sert bien évidemment à l'exploitation de la maison familiale pour les formations et monter en professionnalisation, mais aussi on est au cœur d'un quartier vert, balade équestre, balade pédestre. On a accepté aussi que la commune mette une passerelle au bout du terrain parce qu'on y trouve un intérêt, notamment sur le côté de ce quartier vert là qu'on trouve très en avance en fait. Il y a beaucoup de communes qui n'y sont pas encore passées. Donc nous, on s'inscrit en plein là-dedans. L'idée, c'est que les investissements servent à la fois à la commune, aux habitants, à l'exploitant qui est Yvan Robillard et aussi à la MFR. Fini maintenant d'avoir des structures qui sont fermées 14 semaines par an parce que c'est l'un qui exploite cette salle, l'autre qui exploite... Non, on n'a plus les moyens de ça. Il faut que tout soit optimisé. Ici, on est ouvert 52 semaines sur 52, 17 week-ends par an et c'est ce qui fait qu'on est rentable. C'est parce que les jours où il n'y a personne, tu perds de l'argent. Donc si tu veux pas perdre d'argent, il faut faire de l'activité. Et donc l'activité, nous, pour que ce soit plein tout le temps, c'est d'avoir une structure qui soit pensée pour tous les gens qui peuvent être accueillis dans ce type de structure-là. Et c'est en ça qu'on a une oreille attentive avec Monsieur le maire, c'est qu'on ne raisonne jamais que pour la maison, que pour la ville, ou que pour le centre équestre. Voilà. On essaye de le faire pour tout le monde. Alors, il faut aussi avouer que par ailleurs, avec Nicolas Ziegler, qui est président de l'Aglo, et avec Fred Bricou, dans le cadre, un CRTE, c'est un grand dossier, on a placé en axe majeur la MFR. Et dans le cas de la prestation, des prestations dites compensatoires dès lors qu'on crée une zone d'activité, on doit reverser des sommes d'argent au monde agricole. Je me suis battu avec Fred pour le CATO, à la fois pour le marché aux bestiaux, mais aussi ici à la fois pour allouer des participations. Et ici, je pense qu'on va mettre 60-70 000 euros en discussion avec l'État plus la Chambre d'agriculture pour lier à la formation professionnelle spécifique. Il faut qu'on intensifie la formation. Je crois que l'éducation est au cœur et que le monde agricole et surtout la MFR a su créer une discipline, un respect dans l'éducation. Et ça sera un plus qu'on va travailler. Malheureusement, il y avait la réserve pour monsieur le sous-préfet de pouvoir sortir. Ça sera réglé en septembre, mais j'ai confiance.
Et ce qu'on voulait dire aussi, lundi prochain, le 1er juillet, on reçoit 70 chefs d'établissement du primaire et de la maternelle qui vont venir ici faire leur réunion de pré-rentrée. Nous, quand on investit sur la MFR liée à cette subvention-là pour notre amphi, par exemple, nous, on va accueillir tous les scolaires en début d'année pour faire une journée Jeux Olympiques, entre tous les établissements de tous les villages de la CA2C. Nous, on le fait pour 0 €. L'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt, il est de faire venir les gens, que les communes se parlent, que les communes travaillent ensemble et qu'on fasse territoire. Et nous, en fait, on veut devenir, grâce à cet amphi de travail, un centre névralgique de réflexion. C'est-à-dire que les gens se frottent l'esprit parce qu'on ne peut plus se parler, on n'est plus d'accord sur rien. On le voit de toute façon, l'extrême gauche, l'extrême droite. En fait, on est aux antipodes de tout. Mais je pense qu'on peut trouver un consensus dans n'importe quelle décision, du moment qu'il y a un intérêt pour nous, territorial, local. Mais voilà, que chacun s'y retrouve, tout simplement. Et franchement, sans faire d'excès de zèle, en bonne intelligence, en bonne père de famille, si on gère nos affaires chacun de notre côté, ça ne marchera pas. C'est soit on marche main dans la main et on optimise toutes les infrastructures de notre CA2C, ou soit voilà, on n'aura plus d'argent pour utiliser des locaux uniques, à utilisation unique, quoi. Donc voilà, nous on voit les choses comme ça, la mutualisation, la région l'a compris, hein, puisque maintenant toutes les subventions qu'ils donnent, il faut que ce soit mutualisé, il faut que ce soit intergénérationnel. Nous, grâce à notre BPGEPS-APT, on forme des personnes à l'IME, on forme des personnes aussi à la maison de retraite, on va dans les maternelles, on a le public lycéen, on l'a sur place, donc voilà. Mais l'idée, c'est qu'on brasse un maximum de population et qu'on soit aussi, vous savez qu'on est boîte aux lettres pour 2 institutions, le campus Univers Cascade et pour Multiforme, qui est une association. Et les jeunes agriculteurs du Cambrésis ont leur siège aussi ici, où ils font leurs réunions. Et voilà, et c'est de manière gracieuse. Nous, ça nous fait plaisir d'ouvrir les portes et de les accueillir régulièrement. Merci à vous. Restons maintenant à la MFR, où les terminales de la conduite et gestion de l'exploitation agricole CGR fêtaient leur réussite au bac. Klaxon des tracteurs, une ambiance exceptionnelle pour une réussite à l'examen. Reportage Clément Fagot. Rencontre donc avec le nouveau directeur du Trèfle d'Argent. Monsieur Liétin Thomas est depuis un certain temps au Trèfle d'Argent. Il a rejoint donc cet établissement en qualité de directeur. Il s'est confié à nous devant le micro de Beffroi Vision. Reportage Claude Delcourt et Marion Cazé. Vous m'avez peut-être déjà vu sur les ondes, du coup, j'étais coordonnateur de dispositifs médico-sociaux sur le centre hospitalier, tourné vers la gériatrie. Donc aujourd'hui, ce n'est pas réellement un virage, puisque je suis toujours à Le Cateau et toujours sur cette thématique gériatrique. La résidence du Trèfle d'Argent, c'est une résidence donc, pour personnes âgées dépendantes qui peut accueillir 94 personnes, avec des unités dédiées pour la grande dépendance, des soins adaptés pour les personnes qui ont des maladies neurodégénératives, un PASA qui permet des prises en charge à la journée et un secteur ouvert sur la résidence, sur le parc et sur l'extérieur aussi, sur la ville. Donc c'est aussi aujourd'hui pour nos résidents une belle animation et leur montrer que la résidence est ouverte à tous et à toutes. Et toujours au Trèfle d'Argent, mais cette fois-ci, ce sont les Olympiades qui ont été organisées. Ces Olympiades ont connu un temps magnifique. En marge de ces Olympiades, nous avons recueilli les interviews de Marie Carpentier du CLIC, Thomas Liétin du Trèfle d'Argent et Pierre Van Royen de La Page. Reportage Claude Delcourt. Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue à la résidence du Trèfle d'Argent où la PAJH Nord et le relais autonomie CLIC Est Cambrésis ont organisé en partenariat avec toutes les structures de Le Cateau Cambrésis une journée d'Olympiade inclusive destinée à tous. C'est une démarche d'ouverture du coup aussi sur l'extérieur pour la résidence qui accueille cette journée aujourd'hui. On est gâté par le temps et dans ce contexte de Jeux Olympiques, d'Euro, ça resitue aussi pour nos résidents, pour nos usagers, pour les personnes qui sont accompagnées, le sport. C'est-à-dire que le sport à tous les âges de la vie peut être pratiqué de façon adaptée, mais on peut réaliser encore de belles choses quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Et donc je tiens à remercier Monsieur Liétin, nouveau directeur de la résidence Le Trèfle d'Argent, de nous accueillir pour cet événement qui se veut inclusif,
intergénérationnels qui permettent de s'amuser, de faire de l'exercice, donc autour du sport, de la culture, de la prévention, de la santé aussi, parce que c'est une thématique qui nous tient à cœur. Et donc c'est un projet qu'on a porté avec le relais autonomie Clic Est Cambrésis, donc Marie Carpentier qui a pris la parole juste avant, et puis de nombreux partenaires qu'on remercie tous pour leur participation active pour la réussite de ce beau nouvel événement. Alors, tout le monde peut participer, donc comme vous pouvez voir autour de vous, donc là on est sur la pause déjeuner, donc tout le monde est un peu assis, mais tout public est accueilli aujourd'hui, que ce soit les résidents, les personnes qui vivent à domicile, de tout âge, et chaque partenaire a pu venir accompagner deux personnes qui l'accompagnent au quotidien. Donc c'est la grande force de notre journée, c'est d'avoir tout le monde en fait. Alors la page du Nord s'est mis aux couleurs des JO cette année, forcément c'est la thématique, avec beaucoup de temps fort dans les établissements et l'un d'entre eux aujourd'hui avec le foyer Rosette de Mai qui est co-partenaire de la résidence Autonomie. Et donc voilà, on est très content d'être parmi vous, d'être à Leucateau. On a un grand défi au sein de la page du Nord cette année. Réaliser 2024 km tous ensemble, professionnels, personnes accompagnées, qu'on a déjà relevé. Donc voilà, je félicite l'ensemble des équipes, j'en profite. Et donc on s'est redonné un nouveau défi, faire 4048 km qu'on est en train de réaliser. Et aujourd'hui, la marche qu'on fait tous ensemble va nous permettre de contribuer à atteindre ce nouveau défi qu'on s'est fixé. Donc on a jusqu'en septembre pour le relever. Et donc j'espère bien qu'on sera au rendez-vous. En principe, quand on veut, on le fait. Exactement, voilà. Je pense que vous êtes dans cette optique-là. Voilà, chacun en fait participe de manière adaptée. L'essentiel, comme disait le président. L'essentiel, c'est de participer. Oui. Voilà, puisque c'est à l'ordre du jour. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. Bon. Voilà, l'essentiel, c'est de participer. Puis on est là pour participer à cette marche. Et puis le soleil est au rendez-vous, donc c'est super. Et ça nous permet, cette activité aussi marche, de pouvoir découvrir Leucateau. Oui. Parce que Leucateau a beaucoup de trésors cachés. Et là, cet espace de verdure que le président et moi-même ne connaissions pas, on découvre et on trouve qu'effectivement, c'est un riche endroit. Et avec la piscine aussi qui a été retravaillée autrement, mis en valeur. Et c'est vraiment formidable. Nous qui sommes curieux et qui aimons les découvertes. Merci pour cette découverte. Voilà. Mais vous aurez encore beaucoup de trucs à découvrir dans le Leucateau, parce que c'est une ville de trésors. Sur la ville. Donc c'est aussi aujourd'hui pour nos résidents une belle animation et leur montrer que la résidence est ouverte à tous et à toutes. Nous remercions également la commune de Leucateau-Cambrésis qui nous a permis de développer cette action, qui nous a permis également de sécuriser les 2 marches culturelles organisées tout au long de la journée. Donc voilà, une belle journée en perspective. La matinée s'est très bien passée et on en attend tout autant pour l'après-midi. Une autre rencontre. Alors, cette fois-ci, profitant de sa présence aux Olympiades organisées par le Trèfle, nous avons fait la rencontre du nouveau président de la page, accompagné de sa directrice générale. Au programme, les projets de la page. Reportage Claude Delcourt et André Biongou. Alors déjà, on est en train de construire une unité de vie qu'on appelle malheureusement une unité de vie comportement problème. Mais nous, on l'a nommé, c'est la maison 7 Avenir, puisqu'on va accueillir donc 7 personnes. Donc là, à Leuquesnois. C'est à Leuquesnois. On a aussi des projets sur Caudry, mais bon, les bâtiments ne sont pas encore tout à fait construits. L'idée, c'est de l'habitat partagé, c'est de permettre aux jeunes en situation de handicap d'apprendre à vivre aussi en autonomie, d'avoir des appartements témoins de manière à ce qu'ils puissent aussi aller occuper des appartements, je veux dire, en centre-ville et qui ne soient pas forcément
mis à disposition de la page. Oh, mais c'est une forme d'intégration quand même. Alors, par contre, ce qu'on a aussi à cœur, c'est les autoreprésentants. Alors, c'est un truc qui est, j'ai envie de dire, unique en France au sein de la fédération APAGE. On forme actuellement des jeunes et des moins jeunes en situation de handicap pour la prise de parole, pour la représentation des pairs. D'accord. Et l'idée, enfin, effectivement, c'est de leur donner les moyens de pouvoir aussi intégrer notre conseil d'administration. Okay. Et ça, c'est vraiment important. Mon prédécesseur a voulu mettre ça en place et c'est une excellente idée. Et je veux dire, à terme, c'est de permettre aux gens en situation de handicap qui auront été formés par la page de pouvoir intégrer et participer au conseil d'administration. Bien sûr, ils doivent participer aussi à tout ce qui se passe dans cette association. Et aux décisions. Et aux décisions surtout. Et aux décisions. Oui. Et les habitants de Leucateau participent beaucoup à ce projet sur l'autoreprésentation. Voilà. D'accord. Parce qu'ils sont très actifs, les habitants, alors qui sont évidemment dans les établissements, mais ils ont envie d'être encore plus citoyens et d'apprendre à être citoyens. Et donc c'est important pour nous de les aider à le devenir encore davantage. Voilà, par l'accessibilité, par les moyens aussi et les outils que sont le FALC, facile à lire et à comprendre. Parce que quand on a un bulletin de vote devant soi, il faut savoir aussi le comprendre. Oui. Et donc pour aussi bien voter en tant que citoyen dans les villes dans lesquelles les personnes qu'on accompagne habitent. Et en particulier à Leucateau. Voilà. Voilà. Alors c'est une très belle journée que nous vivons aujourd'hui, comme vous l'avez tout dit. Alors moi je voudrais que vous lanciez un message à vos salariés qui sont derrière nous. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui pour les mettre au grand patch? Prenez plaisir, prenez surtout plaisir. On sort d'une semaine sur la QVCT. Et donc on a fait énormément d'ateliers bien-être, d'ateliers de respiration, d'ateliers de réveil musculaire, comme tout à l'heure. Oui. Donc nos professionnels, ils sont tout à fait dans la partie à ce niveau. On a fait des échanges, on a mangé ensemble, on a mis en commun tous nos menus. Et ça, c'était la semaine dernière. Et forcément, aujourd'hui, on est prêt. On est prêt, après un réveil musculaire, à pouvoir encore participer, encore mieux être dans l'idée du bien-être et du partage. Voilà. Et de la rencontre. C'est ce qui est important. Comme vous l'avez constaté depuis des mois, l'abbatiale fait peau neuve, de l'extérieur comme de l'intérieur. Pour cette fois, nous nous sommes intéressés au remplacement des vitraux. Un ouvrier nous explique son travail. Reportage Claude Delcourts. Je m'appelle Léo, j'ai 21 ans et je travaille à l'atelier Pierre Rouard. Alors parlez-moi de ce que vous faites en ce moment. Donc là on est en train de poser une fenêtre avec des vitraux sur la façade de l'église du Cateau-Cambrésis. Mais avant tout ça, quelles ont été les étapes Alors moi je viens pas d'une formation de vitrailliste. J'ai fait un BTS dans le bois, dans la conception et la réalisation d'ossature bois. Et je suis arrivé dans ce métier un peu par hasard. Donc avant de poser, qu'est-ce qui s'est passé comme étape? Donc avant de poser, on est venu tout d'abord déposer du coup. On est venu déposer les anciens vitraux pour ensuite les ramener à l'atelier. Une fois qu'ils sont arrivés à l'atelier, on va les nettoyer. Ensuite, s'il y a des casses ou sur des pièces peintes ou des pièces normales, donc pièces peintes, on va les repeindre, on va les refaire complètement. Et les pièces somme toute basiques, on va venir les réparer, donc soit avec du plomb ou autre, ou de la colle. Et, enfin une colle spéciale évidemment, voilà. Et ensuite, le vitrail est complètement remonté. C'est une mise en plomb, on appelle ça. Et on vient, nous, le reposer sur chantier directement. Et donc aujourd'hui, quelles sont les étapes pour la pose en fait? Donc on est venu tout d'abord vérifier si tous les panneaux pouvaient bien rentrer dans la feuillure qui est ici, si tout était bon. Par la suite, on vient mettre des petits plots en mastic qui vont faire tout le long du fer. Après, on vient mettre notre mitraille juste pour le poser, histoire qu'il soit bien mis en place. Et après, on vient remettre du mastic sur les deux vitraux en même temps et on vient poser une platine tout du long.
Donc ça c'est pour... c'est tout ce qui est la ferraille. C'est ça en fait, ouais, exactement. Donc c'est toute la ferraille qui est ici et qui est ici. Et après on vient fixer pour que ça reste dans le temps et que ça tienne le plus longtemps possible. Donc, plus les petites barres avec les... Exactement, donc là, là on a les vergettes pour aider le panneau à tenir dans le temps. Et on a aussi les clavettes qui viennent vraiment fixer, la platine sur le fer dans la durée. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Comme vous m'avez dit que vous venez d'une autre formation. C'est ça. Bah, déjà ce qui me plaît c'est à chaque fois l'endroit dans lequel on travaille. Parce qu'on travaille quand même dans des lieux qui sont assez atypiques, des églises, donc des beaux monuments. Mais aussi c'est le savoir-faire qui a quasiment pas changé d'année en année depuis que ça existe. Et après je dirais vraiment le plaisir du travail fini. Parce qu'on travaille quand même sur de belles œuvres, parce que c'est des œuvres. Et une fois qu'on a fini notre travail, qu'on regarde, qu'on se recule et qu'on regarde, on fait ah oui, quand même quoi, c'est beau. C'est beau. Parce que vous rentrez dans l'histoire en fait. Hein. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est une fierté de mettre un peu sa touche à l'ouvrage. Et maintenant, il y a l'annonce des travaux à l'espace nautique. À cet espace nautique, on doit tenir compte de la sécurité et de l'accueil des usagers. C'est à cet effet que M. Joseph Modarelli, vice-président de la CA2C en charge des espaces nautiques de l'Agglo, prend la parole pour des explications plus claires. Reportage Claude Delcourt. Alors, l'espace nautique du Cateau-Cambrésis, donc je suis en compagnie de Madame Caroline Ivanov, qui est la nouvelle directrice depuis janvier 2024 des deux espaces. La communauté d'Agglo a délégué le fonctionnement et l'animation des deux espaces nautiques, donc celui de Caudry et celui du Cateau-Cambrésis, au groupe Récréa, donc qui est représenté par Caroline à mes côtés, donc qui manage les deux sites. Alors l'objet de notre présence aujourd'hui sur ce site du Cateau, c'est la fermeture pour des travaux d'envergure, du carrelage autour des bassins. C'est une fermeture qui va se concrétiser à partir du 12 août jusqu'à fin septembre. En gros, 6 semaines, en y incluant la fermeture
obligatoire technique annuel. Grosso modo, donc voilà, pour remise en état de tout le carrelage autour des bassins et également de l'accueil au niveau sanitaire. C'est un investissement important qui a été mis en place par la communauté d'agglo, donc à plus de 200 000 euros d'investissement, sachant que nous avons eu un litige avec la société qui nous avait installé le premier comment dirais-je, revêtement, et donc sur ces plus de 200 000 euros, on a eu le plaisir de nous rétribuer plus de 100 000 euros pour la remise en place donc, de tout ce carrelage. Alors j'espère que l'accueil sera beaucoup plus beau et je le souhaite. Donc c'est la volonté de la communauté d'agglo, c'est de pouvoir continuer à pérenniser ces deux établissements, donc en particulier aujourd'hui celui du Cateau. Et puis l'accueil sera beaucoup plus beau. Plus facile, moins glissant, plus sécuritaire, plus esthétiquement parlant. Voilà, donc investissement important de la part de la communauté d'agglo pour maintenir à niveau cet espace qui apparemment est bien fréquenté, puisqu'on est à peu près à 60-70 000 moi je veux dire clients ou nageurs comme on voudra, tout confondu sur l'année 2023. Donc ça fonctionne bien, donc on espère que ça fonctionnera encore mieux. Après donc cet investissement, et puis on vous accueille avec plaisir. Donc la directrice qui est à mes côtés va vous en dire quelques mots, mais voilà, elle est prête à vous recevoir dans les meilleures conditions possibles, avec toute son équipe, parce qu'elle est entourée d'une équipe de maîtres nageurs, de personnel de l'accueil, de personnel pour l'entretien. Tout est fait pour que vous soyez accueillis dans les meilleures conditions possibles. Alors moi je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui parce que pour nous c'est un grand jour dans le sens où cette réfection au niveau des sols autour des bassins intervient de façon judicieuse. On a hâte de pouvoir accueillir le public dans ce nouvel espace embelli. Au niveau des bassins avec la mosaïque, le rendu visuel sera vraiment beaucoup plus sympathique et surtout sécuritaire et confortable au niveau des nageurs et des clients qui viennent, parce qu'actuellement avec la résine ça peut un petit peu piquer sous les pieds, donc ici avec la nouvelle mosaïque ce sera parfait, ainsi qu'au niveau du parcours client, au niveau de l'accueil et des vestiaires, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc je remercie sincèrement la communauté d'agglomération de communes de prendre à cœur ce sujet et de veiller justement au bon fonctionnement des sites et surtout à leur maintien en état. Donc, alors rappelez-nous les activités sur les deux sites. Alors sur les deux sites, on accueille quotidiennement des scolaires. Mais surtout ça au niveau de la piscine. Il y a un espace fitness sur les deux sites avec des cours collectifs, ou ici par exemple sur le Cateau, vu qu'on travaille en complémentarité entre les deux espaces. Sur le Cateau on retrouve carrément une salle plateau cardio avec différentes machines. On a également des espaces bien-être, aussi bien sur Caudry que sur le Cateau. Sur Caudry on retrouve un parcours CNEP, 2 saunas, un hammam et un jacuzzi, tandis que sur le Cateau, là on retrouve un hammam et 2 saunas. Sur le Cateau, pour les beaux jours, vous pourrez profiter du pente-à-glisse extérieur, un toboggan où vous pourrez faire la course avec vos amis ou vos enfants, en couple, comme vous le désirez, ou même en solo. Et puis surtout, sur Caudry, là par contre, c'est un toboggan aquatique intérieur. Cet été, on sera principalement rythmé par une programmation tournée autour des Jeux Olympiques. Donc on retrouvera sur les différents sites des instants libres ou des petites compétitions de water polo, de water basketball ou de volley aquatique également. Nos maîtres nageurs mettront en place pas mal d'activités, que ce soit sur les bassins ou en dehors des bassins sur les plages, et de même que pour Eva et Sabine, nos coachs fitness, qui elles proposeront déjà des stages Fitness Kids et surtout des activités également pour les adultes avec des cours adaptés tournés autour de la pratique olympique. Ce qu'il y aura aussi de plus important et qui rythmera du coup notre été, c'est également les stages de natation pour les enfants à partir de 5-6 ans, où là ils seront accueillis pour des stages niveau débutant ou alors niveau intermédiaire perfectionnement, mais avec quoi qu'il arrive le fait de pouvoir leur permettre de découvrir le savoir nager et de pouvoir être
à l'aise et aptes à survivre entre guillemets dans le milieu aquatique. Cet été, on passe à partir du lundi 8 juillet sur nos horaires estivaux. On a eu la volonté cette année d'harmoniser les horaires sur les deux sites. Donc la semaine, on retrouvera des horaires identiques sur Caudry et le Cateau avec du 10h-13h, une interruption d'une petite heure où on reprendra à 14h pour finir la journée à 20h. Et les week-ends, on sera sur du 9h-13h, 14h-18h. Tous les habitants de la communauté d'agglomération de communes bénéficient sur présentation d'un justificatif de domicile, carte d'identité, en tête de facture ou autre, du tarif réduit CA2C. Donc c'est pas négligeable, ça représente quand même une soixantaine de centimes par place. Donc n'hésitez pas à vous munir d'un justificatif pour venir profiter de temps familiaux, sportifs, ludiques chez nous. Je voulais en profiter également, suite à ce que vient de dire Caroline, c'est que vous avez un outil sur le Catéside exceptionnel, donc n'hésitez pas à venir ouvrir la porte, elle s'ouvre toute seule, profitez des espaces, profitez aussi des différentes activités qu'on vous propose. Il ne faut pas hésiter, je pense que les tarifs sont intéressants, effectivement, comme il vient de le dire. On a privilégié donc les citoyens de notre communauté d'agglomération, ce qui nous paraissait normal puisqu'ils ont contribué financièrement parlant à travers leurs impôts à la construction de ces sites, de ce site en particulier. Donc voilà, il faut absolument que ce site fonctionne encore mieux. On a donné des chiffres de fréquentation, j'espère qu'on va les exploser. Donc venez nombreux. Profiter de cet espace. Simplement, donc, on précisait les dates de fermeture, donc à partir du 12 août jusqu'à fin septembre. Réouverture début octobre. Je pense que les délais seront respectés. C'était un petit peu dans le cahier des charges des dates précises qu'on a mises vis-à-vis des entreprises, parce que on ne peut pas se permettre sans compter que on a aussi les scolaires qui vont reprendre des activités comme on l'a dit précédemment. Donc les délais seront respectés, je peux vous le garantir. Donc 12 août, fin septembre. Je dirais que c'est le 30 ou le 31, mais voilà, je préfère dire fin septembre pour une réouverture début octobre, impérativement, au public et aux scolaires. J'ai un petit mot à rajouter par rapport à nos abonnés, que ce soit des abonnés annuels, mensuels ou alors ceux qui disposent de cartes de 10 entrées. Pas de panique par rapport à ces travaux, soit que vous ne serez pas prélevés ou alors vos abonnements seront reportés en fonction du nombre de jours de fermeture. Vous aurez quoi qu'il arrive la possibilité, si vous le désirez, de profiter de l'espace aquatique de Caudry. Et en tout cas, on fera tout notre possible pour pouvoir vous contenter et rendre les choses les plus agréables pour tout le monde. Au cinéma Le Select a eu lieu le ciné-débat sur le thème éthique et fin de vie, organisé par le centre hospitalier. En support, la diffusion du film De son vivant, suivi du débat par le docteur Cayol, docteur en médecine et philosophie, Monsieur Baudouin, vice-président de la fédération, Être là. Belle animation, pleine d'enseignements. Au Select, un reportage de Claude Delcourt. Je suis Bertrand Baudouin
et je suis le vice-président cofondateur d'une fédération nationale d'accompagnement en soins palliatifs, d'accompagnement bénévole en soins palliatifs, qui s'appelle Être là, et dont le siège social se trouve à Paris. Je suis aussi responsable de l'association d'accompagnement de soins palliatifs de Cambrai et Douai. Et nous intervenons à ce titre ici, au centre hospitalier de Le Cateau. Alors, l'initiative de cette soirée revient conjointement à l'hôpital de Le Cateau et à la commission des usagers, puisqu'il existe, comme partout, une commission des usagers, qui ont eu l'idée de dire ce serait pas mal de relancer le comité éthique de l'établissement, centre hospitalier de Le Cateau, qui était un petit peu tombé en désuétude, mais comme dans la plupart des structures de santé, parce que c'est toujours très très compliqué l'éthique. Donc la direction a pris le parti de former toute une grande partie du personnel, dont votre serviteur. J'ai la particularité d'avoir passé sur un tard un Master 2 démarche éthique en institution de soins, et à ce titre je co-animerai l'espace de réflexion éthique une fois qu'il sera relancé en quelque sorte. Alors quoi de mieux pour relancer cet espace de réflexion éthique que de faire un débat qui est justement dont le thème justement est éthique et fin de vie, en s'appuyant sur un thème sur un film qui est De son vivant, qui traite de la fin de vie. Et j'ai sollicité, j'ai eu beaucoup de chance que monsieur le docteur Caillol ait accepté. Monsieur le docteur Caillol est un spécialiste de l'éthique, mais je vais le laisser s'exprimer. Merci beaucoup. Alors en effet, moi j'ai 2 casquettes. J'étais chirurgien orthopédiste, donc soignant, pendant une 30aine d'années. À la suite d'un accident, j'ai dû arrêter. J'ai passé un doctorat de philosophie, et j'ai philosophie éthique et politique. Et j'ai créé et j'anime un organisme de formation en éthique médicale. Alors pour faire simple, l'éthique, c'est répondre à la question « Que dois-je faire ?» lorsque je n'ai pas la solution toute faite. Et ça tombe très bien, on pourrait dire ce soir, puisque le débat sur la prise en charge en fin de vie pose exactement cette question « Que dois-je faire alors que je n'ai pas la solution toute faite ?» Alors en France, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et ne pas faire? Alors, avant de dire ça, il faut poser le problème et revenir aux fondamentaux. En fait, le problème, il y en a 2, il y a des gens qui veulent mourir et il y a des gens qui vont mourir. Ceux qui veulent mourir, la question est sociétale. Est-ce que je pose des limites à la prévention de la crise suicidaire, ou est-ce que je fais open bar et j'autorise tous les gens qui veulent se suicider à se suicider ? Par exemple, évidemment que ça pose un problème sociétal. Ensuite, il y a les gens qui vont mourir. Et on peut très bien comprendre que devant la gravité ou la difficulté ou la douleur de leur état de santé, ils peuvent dire il vaut mieux en finir. Est-ce qu'on ne doit pas se poser la question? Est-ce qu'on les aide assez? Est-ce qu'on s'en occupe assez? Et je crois que l'association Être là, comme Jalmave, est un des piliers de cet accompagnement. Et est-ce que la société ne doit pas se mettre en question en disant, dans le fond, pour supprimer le problème, les gens qui vont mourir, supprimons les gens qui vont mourir. Ce serait plus simple que de développer peut-être des soins palliatifs ou autres. Donc la question est là. Et la question se réunit lorsqu'il y a des gens qui veulent mourir parce qu'ils vont mourir. Et la question est fondamentale. Est-ce qu'on pose des limites? La loi, puisque vous le demandiez, pose des limites de temporalité et de gravité. La gravité, c'est maladie grave et incurable. Et la temporalité, c'était dans la loi dite Leonetti, phase avancée ou terminale. Et dans la loi dite Claes, pronostic vital engagé à court terme. Alors il y a des détracteurs, et on les comprend, qui disent pourquoi poser un critère de temporalité? Mais si on ne pose plus de critères de temporalité, si on se contente de dire maladie grave et incurable, je pourrais dire que le diabète est une maladie grave et incurable. Est-ce que pour autant un jeune diabétique, on va l'aider à mourir, ou on va au contraire le dissuader de? Et ça pose la question philosophique subsidiaire et en recul sur la question du sens de la vie. Est-ce qu'il y a des normes de vie qui pourraient rendre la vie épouvantable, ou est-ce qu'on se crée des représentations de l'épouvante d'une vie? Est-ce que les mourants sont des mourants, ou ce sont des gens qui sont comme vous et moi, mais dont la temporalité est courte? Après tout, peut-être tout à l'heure, en rentrant à l'hôtel, je me ferai écraser, et donc ma temporalité est courte. Je n'en sais rien. Ce qui veut dire que si j'oublie la temporalité, peut-être que la vie vaut toujours le coup, tant qu'on n'est pas vivant, on n'est pas mort. Mais je n'ai pas résolu évidemment le problème, et il y a des cas,
on dit en philosophie qu'ils sont des apories, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune norme, aucune loi qui pourrait résoudre des problèmes insolubles. Or, nous, les êtres humains, nous voulons toujours, dans un désir de maîtrise, essayer de trouver la solution qui résoudrait les problèmes. Pour répondre à l'éthique, que dois-je faire? Et j'aurai la solution. Et je crois que le débat, on va en parler ce soir, est exactement là. Et donc ça fait penser aussi au cas de François Hardy qui est décédé récemment et qui a vécu cette période aussi, je pense. Oui, alors je pourrais dire de manière très froide et brutale, et c'est loin de mon sentiment, que les gens qui ne supportent pas leur vie, ils peuvent se suicider. Ce qui est horrible, hein, c'est absolument horrible, et je recule dans ce que je viens de dire. Mais à partir du moment où ils demandent à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à la société, de mettre fin à leur angoisse, à leur malaise, à leur douleur, c'est qu'ils sont plus strictement autonomes. Et s'ils sont plus strictement autonomes, ils sont obligés de tenir compte de la vie de la société, de l'autre, qui éventuellement. Et le débat n'est que là. Jusqu'où et dans quelles limites l'autre, la société, répond au désir de mon autonomie que je n'assume pas complètement. Mais les problèmes étant particulièrement pathétiques, je ne porte aucun jugement moral là-dessus, évidemment. Voilà, donc je vais revenir un petit peu. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'association Être Là, oui, son rôle et comment prendre contact avec vous? Eh bien, l'association Être Là, son rôle, c'est, j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas, il est absolument impossible de rajouter du temps de vie à la personne qui s'éloigne de la vie parce que atteinte d'une maladie létale ou parce que extrêmement âgée. Donc le but de l'association Être Là, mais Jalma est présent aussi ici, il n'y a pas de concurrence, c'est d'ajouter de la qualité de vie à défaut de rajouter de la quantité de vie. Alors nous avons des bénévoles qui assurent des rencontres avec les patients, avec leurs familles. Nous organisons ce que l'on appelle des espaces partage rencontres, c'est-à-dire qu'on organise des petits goûters avec les enfants, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants, de façon à ce que les familles se retrouvent, échangent, puissent parfois, peut-être pour la dernière fois, évoquer des souvenirs joyeux, des anniversaires, des choses comme ça, quoi. C'est une association qui est très scrupuleusement encadrée par la loi. C'est la seule association de bénévoles qui est encadrée par la loi. Nous avons une obligation de former nos bénévoles. Et quoi dire de plus? Nous travaillons dans l'absolue discrétion. Nous ne sommes ni un membre de la famille et encore moins un membre du personnel soignant. Nous n'intervenons pas du tout dans la thérapie. Nous sommes la fenêtre ouverte de la société civile dans la chambre du patient qui s'éloigne de la vie. Bien souvent, ce que je m'abstiens à faire un après-midi d'accompagnement par semaine, je m'aperçois que ce sont des gens extrêmement isolés parce que l'éclatement familial pour trouver du travail fait que les enfants vont travailler à Marseille ou à Chicago ou ailleurs, et on ne vient pas tous les jours forcément voir le grand-père qui s'éloigne de la vie. Donc ils nous confient des choses, ils évoquent leur jeunesse, ils évoquent leur passion, leur vie au long d'Ingres, leur jardinage, quand ils allaient à la chasse, à la pêche, que sais-je, et puis bon, c'est... Nous considérons toujours la personne jusqu'au dernier moment comme un citoyen faisant partie de la vie et pas quelqu'un qu'il convient de reléguer dans un coin d'un hôpital parce que il vit ses derniers instants. C'est l'avantage de ce qu'on appelle en jargonnant les unités de soins palliatifs où ça a été créé pour qu'on s'occupe jusqu'au bout de la personne. J'ai l'habitude de dire il s'agit d'un de nos frères semblables qui s'éloigne de la vie. Et puis j'ai aussi entendu ça, le patient qui est dans son lit, allongé au fond de son lit, peut me dire à moi, écoutez, j'ai été ce que vous êtes, c'est-à-dire à peu près en bonne santé, en bonne forme sur vos deux jambes, là. Mais un jour, vous saurez ce que je suis, c'est-à-dire vous aurez 94 ans et vous serez allongé au fond du lit que j'occupe actuellement. Voilà, c'est la philosophie un peu de... Ah, donc les personnes qui voient ce reportage, comment peuvent-elles faire pour vous prendre contact avec votre association? Alors, le siège de notre association se trouve au 198 allée Saroc à Cambrai.
Ça, c'est une chose. Et on peut appeler, et on répond toujours, au numéro de téléphone que je vais vous donner lentement, le 06 81 46 65 78. Où on peut écrire un petit courrier à l'adresse que je viens de vous donner. Alors j'ai participé avec mes équipes et puis avec les spectateurs qui étaient là au cinéma de Le Cateau à une soirée qui est vraiment exceptionnelle. Là, je parle encore en présent parce maintenant on est au milieu de cette séquence. On a d'abord eu un film magnifique qui est de son vivant et qui raconte la vie et les derniers mois de vie d'un homme qui se sait condamné et qui va affronter avec beaucoup de courage cette situation, en passant bien sûr par des hauts et des bas, que ce soit au niveau émotionnel. Et je trouve que vraiment c'est un film qui est magnifique, et le silence qui pesait dans la salle au terme de cette séquence de cinéma était très émouvant et très éloquent. On voyait la prise de conscience, je pense, chez les spectateurs de l'importance de réfléchir sur cette vie, à la fois sur la trace qu'on laisse et sur ce qu'on peut faire pour la préparer. Donc vraiment une très belle soirée. On a la chance d'avoir énormément d'acteurs dans le domaine du soin palliatif et d'associations de bénévoles comme les personnes et les acteurs bénévoles que vous avez bien voulu interviewer à Beffroi Vision. Et donc c'est une très belle réussite, je pense, aussi bien d'un point de vue éthique que d'un point de vue humain. Ce qui s'est créé ce soir, je pense, laissera de très belles traces positives pour les participants de cette soirée. Eh bien, nous terminerons donc avec un plongeon dans les archives de Beffroi Vision pour une fête exceptionnelle dans un endroit exceptionnel. C'est la fête du Viaduc. Fête du Viaduc, barbecue à la sauce country. Monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, comment allez-vous? Très bien, merci. Eh bien, chers amis, bonsoir et merci d'être encore une nouvelle fois venus au rendez-vous de notre célèbre fête du Viaduc, la 17e du genre, qui commence à prendre de l'ampleur et être de plus en plus connue. Je vois des amis qui me saluent. Salut Marc, à bientôt. Et encore une fois, on peut s'apercevoir que le public est venu nombreux au rendez-vous de la sympathie, de l'amitié et surtout de la convivialité. Je pense que la formule est connue. On vient, on amène son boire et son manger, on paye une petite participation d'entrée qui donne une tombola avec de très beaux lots. Si vous êtes encore là tout à l'heure, vous aurez l'occasion de le voir. Et puis on passe une soirée entre copains et personne ne fait de manière. Il y a ici, je pense pouvoir le dire, et la presse s'accorde à le dire aussi, ce qu'on appelle un brassage de population. C'est-à-dire que toutes les générations s'y confondent et toutes les couches sociales également. Cela va du chômeur à l'avocat en passant par l'ingénieur et éventuellement de l'ouvrier d'usine. Non mais je plaisante, mais c'est vrai qu'ici on voit énormément de gens qui ont des conditions sociales différentes. Mais ce soir c'est le lieu de rendez-vous où personne ne fait de manière. C'est jean, basket et sympathie. Donc on peut voir aussi que notre magnifique viaduc, et je fais un petit déplacement latéral, notre magnifique viaduc aussi est mis à l'honneur par le soleil couchant de ce soir. Nous avons la chance d'avoir la météo avec nous. Donc je pense que nous allons passer une agréable soirée. Vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure, dans la suite du reportage, avec évidemment une troupe de danseuses, des petites danseuses de Saint-Benin. Après un peu plus professionnel, tout en restant amateur, des danseurs country qui étaient à Cambrai dans un gros festival il y a un mois et demi. Et puis ensuite le feu d'artifice et puis la soirée disco qui va se continuer dans la bonne humeur et la sympathie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et bientôt et déjà rendez-vous à l'année prochaine. Point et 4.
Voilà, mesdames, messieurs, notre journal est à présent terminé. Nous vous remercions sincèrement de l'avoir suivi. Et pour ceux qui ont raté le début, nous vous conseillons de consulter nos multiples rediffusions, mais aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et bien d'autres. Merci à vous et à nous revoir très prochainement.